Didier Renaud, vous êtes directeur général du CHAL et président du comité stratégique du GHT Léman-Mont-Blanc. Un point sur la situation à ce jour au CHAL. Oui, bonjour Monsieur Crespi. Donc effectivement, la situation comme partout dans le pays, notamment dans les régions qui avaient été très exposées, et la Haute-Savoie faisait partie de ces régions-là, fait toujours partie des régions sous grande vigilance, la situation s'est détendue sur le dispositif de soins. Ça veut dire que les actions mises en place portent leurs fruits, c'est heureux. Ça veut dire que les effets du confinement se voient, mais ça veut dire aussi qu'il faut que l'on reste très prudent, que l'on ne baisse absolument pas les armes et que l'on se prépare notamment au mieux à l'échéance qui approche maintenant, qui est celle du déconfinement progressif, en tout cas de la réouverture progressive et de la capacité que l'on aura les uns et les autres à pouvoir circuler peut-être plus librement. Alors la situation au CHAL, elle s'est effectivement un peu détendue, même si on reste très prudent, puisque au niveau des urgences, les urgences Covid représentent maintenant moins de 15% des passages aux urgences du CHAL. Pendant le pic épidémique, c'était de l'ordre de 60%. Donc on voit que l'impact du confinement et du fait qu'il y a certainement moins de nouveaux cas détectés sur le territoire. On a également, en termes d'hospitalisation, à ce jour, aujourd'hui dans les lits d'hospitalisation, 17 patients hospitalisés. Au plus fort du pic, on était à plus de 50 patients. Donc ça reste presque une unité complète d'hospitalisation, mais ce n'est pas la même pression qu'il y a 15 jours. Et par rapport à la réanimation, on a aujourd'hui 15 patients hospitalisés dans le secteur de soins critiques du CHAL, 15 patients dont 6 intubés. Au plus fort du pic, nous étions, je vous le rappelle, à 33. Donc on mesure l'effet positif de tout ce qui a été mis en place. Nos lignes ont tenu, le dispositif de santé sur le territoire a tenu, et c'est heureux, en grande complémentarité, coordination, quels que soient les acteurs publics et privés. C'est une période jusqu'au 11 mai certainement où on est moins sous tension, mais on reste prêt, très vigilant, encore une fois, par rapport à ce qui va se passer dans les prochains jours et au-delà du 11 mai. Est-ce que vous profitez de cette période, je dirais, plus calme, jusqu'au 11 mai, pour réorganiser, réfléchir, faire l'acquisition de matériel? Alors oui, effectivement, on se met en situation de rester prêt quand la situation va le nécessiter, c'est-à-dire que le 11 mai, avant ou après, pour réactiver complètement nos lits, et notamment nos lits de soins critiques. On ne désarme rien. C'est-à-dire que la situation actuelle, c'est encore une fois une situation de grande prudence. Et donc, aucun dispositif, aucun matériel n'est désarmé. Ça reste en service, même si les lits inoccupés, ça nous permet de donner un peu de temps aux équipes pour souffler et donc être mobilisés à tout moment si on avait une vague qui réapparaissait. Sur le dispositif pour après le 11 mai, on est en train de réfléchir en lien avec l'ensemble des acteurs du territoire pour voir comment reprendre petit à petit une activité parce qu'effectivement, il y a des prises en charge de patients qui ne sont pas atteints du Covid à assurer. Ces patients existent toujours. Les pathologies sont à prendre en charge. Et donc, il va falloir qu'on trouve un point d'équilibre entre la capacité qu'on aura tous à continuer à prendre en charge les patients Covid toute l'année. Je crois que on sait maintenant qu'on s'est inscrit dans la durée, en espérant qu'il n'y ait pas de pic, de vague. Et donc, ça sera quelque chose en routine. En tout cas, on l'espère que ce ne soit pas de nouveau la vague. Et puis, prendre en charge de façon plus importante que ce qu'on le fait actuellement, parce que nos hôpitaux ont été mis en déprogrammation totale, prendre en charge d'autres pathologies, d'autres patients qui souffrent de pathologies autres que le Covid. Donc, on réfléchit à ces organisations, effectivement. Le 11 mai, semble être une date importante pour vous. Il y a une récente étude qui envisage, si le déconfinement n'est pas réalisé avec intelligence et respect, c'est le professeur Delfazi, qui est le président du comité scientifique auprès du président de la République. Si ce déconfinement n'est pas fait sérieusement, on pourrait retrouver des pics à 15 000 nouveaux malades par jour. Alors, c'est des chiffres, effectivement, oui, qui circulent. Ça montre que le virus est toujours là. Si preuve en était, l'épidémie n'est pas vaincue. C'est ça qui est terrible aussi à dire, c'est que beaucoup d'énergies sont mises en œuvre au quotidien. Chacun s'impose des règles qui ont bouleversé les équilibres, y compris personnels, de vie. Le virus est toujours là, et si demain on était amené à déconfiner, à ne plus être prudent, notamment dans le respect des gestes barrières, ça va être tout l'enjeu à partir du 11 mai,
c'est-à-dire que petit à petit, les activités vont reprendre et c'est heureux. Mais la vie, comme l'a dit le Premier ministre, ne pourra pas être celle d'avant. Et en tout cas, ne pourra pas être celle d'avant dans les prochains mois. Et donc, il faudra respecter strictement les gestes barrières, la distanciation sociale, le fait de ne pas fréquenter à un grand nombre les mêmes lieux, parce que sinon, on peut être soumis effectivement à ce qu'on appelle une deuxième vague, ce que l'on craint en tant qu'hospitalier. Et cette deuxième vague, on nous dit que ça pourrait être, vous avez des chiffres effectivement actualisés, ça pourrait être 15 000 nouveaux patients infectés par le Covid-19 sur le territoire national. Et donc, bien sûr, ces 15 000 patients ne nécessiteront pas tous une hospitalisation, parce que c'est un faible pourcentage, heureusement, qui nécessite une hospitalisation. Mais on voit bien que la pression pourrait se refaire sentir au niveau du dispositif de santé à un moment où il aura déjà beaucoup donné et à un moment où nos services de réanimation ne seront pas forcément vides, puisque vous l'avez bien noté. On a actuellement 15 patients en réanimation soins critiques au CHAL. Je rappelle que la capacité normale du CHAL, c'est 10 lits de réanimation. Et donc, on voit bien que la première vague continue à produire des effets et laisse des traces durables dans nos organisations. 3 EHPAD sont sous la responsabilité du CHAL. On parle beaucoup de dépistage systématique. Où en êtes-vous actuellement? Alors oui, le CHAL effectivement gère 3 EHPAD sur Marnat, Bonneville et Ambilly. Et donc les 3 EHPAD du CHAL, mais comme tous les autres EHPAD du territoire, je rappelle qu'il y a 37 EHPAD publics-privés sur le territoire Léman-Mont-Blanc, sur la Haute-Savoie Nord. Ces EHPAD accueillent des personnes fragiles, forcément, puisque c'est des personnes âgées qui ont souvent des comorbidités, des pathologies associées, donc ils sont particulièrement vulnérables au Covid. Et donc ces EHPAD avaient mis en place des mesures sous les consignes nationales de confinement et de limitation de visites et d'interdiction de visites. Et donc là, on peut être autorisé, ça y est, on est autorisé à reprendre les visites. À partir de cette semaine, ça va commencer à se mettre en place. Pour les EHPAD du CHAL, d'ici la fin de semaine, j'imagine, les organisations se mettent en place pour permettre de façon très contrôlée, très limitée, mais ça sera un vrai soulagement pour bien sûr les résidents et leurs familles, de pouvoir de nouveau avoir un contact qui ne sera pas un contact physique, qui sera un contact visuel, avec une possibilité de conversation. Et donc, on va mettre en place ce dispositif. Oui, mais dépistage systématique dans ces EHPAD. Bonne ou mauvaise idée? Oui, le dépistage systématique se met en place, c'est une bonne idée. Il est en place depuis une dizaine de jours sur le territoire. Il va occuper l'ensemble des EHPAD du territoire jusqu'à mi-mai. Là, on est avec une organisation très coordonnée au niveau du GHT et au-delà, sous l'égide de l'ARS et du conseil départemental. Et c'est une très bonne idée, puisqu'il s'agit d'aller dépister dès qu'il y a un cas de Covid dans un EHPAD. Bien sûr, le résident qui est suspect, qui présente les symptômes, donc dès que le cas est avéré, il y a possiblement un dépistage sur plusieurs résidents. Ça, c'est des décisions médicales en fonction du tableau clinique, mais de la totalité des professionnels. Parce que ça permet à ce moment-là d'identifier réellement les risques et de pouvoir isoler les professionnels et de pouvoir les mettre en arrêt de travail momentané pour traiter au mieux la situation et faire en sorte que l'épidémie circule le moins possible. Donc au total, il faut savoir que nous avons déjà réalisé les campagnes de dépistage sur 10 EHPAD sur le territoire et ça a donné lieu à plus de 650 tests au niveau des professionnels comme des résidents. Donc la situation se déroule, on gère les situations que l'on est amené à identifier avec l'appui, encore une fois, des professionnels bien sûr du territoire, les équipes mobiles de gériatrie, les équipes d'hygiène, les gériatres, mais aussi l'appui des services de la PMI, du conseil départemental et du SDIS qui viennent nous aider pour faire des campagnes de dépistage. Et je vous ai parlé effectivement des visites, j'ai un peu anticipé, j'imagine aussi la préoccupation de beaucoup, et les visites répondent à une attente forte, puisqu'on s'installe dans la durée, on l'a tous compris, et que ce qui a dû être mis en place il y a quelques semaines pour protéger, je rappelle que la mise en confinement et l'interdiction des visites, c'était là pour protéger. Puisqu'on s'installe dans la durée, il ne faut pas non plus basculer dans le fait d'isoler. Et en isolant, on sait que les pathologies risquent de s'aggraver. Et donc, il y aura une possibilité de visite offerte à partir de la fin de semaine dans les EHPAD du territoire.
un beau cadeau. Le châle a reçu de belles surblouses, confectionnées, je dirais, par des bénévoles. Oui, alors c'est fantastique, hein. C'est-à-dire que, bon, comme partout sur le territoire national, on a des articles, hein, et là, en l'occurrence, des équipements de protection individuelle qui peuvent être soumis à forte pression sur les stocks. Les surblouses, bah, c'est un équipement individuel indispensable pour les soignants qui sont amenés à faire des gestes en proximité forte de patients, lors de gestes voilà, qui peuvent, comme on dit, produire de l'aérosol, hein. Et donc, comme les masques, c'est un équipement indispensable. Et donc, il faut savoir que sur le GHT, on en utilise chaque jour, euh, chaque semaine, 15 000 blouses par semaine sur le GHT. Et c'est des blouses à usage multiple, hein, des blouses à usage unique, pardon. Tout l'enjeu, c'était de pouvoir vérifier, surveiller le stock. On a eu beaucoup de dons, hein, d'entreprises, de collectivités qui nous ont permis de tenir jusqu'à présent. Mais malheureusement, la demande était telle que les stocks constitués n'auraient pas suffi. Et donc, on a eu une belle initiative, c'était d'envisager des blouses à usage multiple, des blouses en tissu, comme on les utilisait dans les hôpitaux il y a 20 ans. Et là, il y a une rencontre fabuleuse, une rencontre heureuse, puisque un collectif de couturières s'est créé, le collectif des blouses pour l'hôpital. Il a été intitulé comme ça, qui est porté par deux dames, hein, extraordinaires, Madame Mouchet, Madame Loéac-Sarton, et qui ont fédéré plus de 500 couturières sur le territoire. Et ces 500 couturières sont à l'œuvre pour confectionner des blouses sur la base d'un patronage que nous avons élaboré en lien avec notre médecin hygiéniste il y a quelques semaines. Et donc, il faut savoir que les couturières, les 500 bénévoles de ce collectif, sont en train de livrer à l'hôpital 2500 blouses à usage multiple, hein, en tissu, donc qui vont pouvoir être lavées, réutilisées. Et elles ont bénéficié aussi, et nous avons bénéficié aussi, d'un appui phénoménal dans ce cadre de Décathlon, hein, parce que le centre de prototypage de Passy a découpé les pièces et les a fournies donc, aux couturières sur des tissus que nous avions donnés, ce qui a permis d'accélérer le processus. Et le centre a lui-même produit 1000 blouses. Vous voyez, on est en situation là, dans la semaine, d'avoir une livraison de 3500 blouses par les couturières et par Décathlon. Et on a également mobilisé d'autres ateliers. Donc, on a un stock là, constitué quasiment de 5000 blouses, qui est voilà, quelque chose d'extraordinaire, à la fois parce que c'est très utile pour les soignants, mais c'est un geste de solidarité exemplaire face à la lutte contre le Covid. Donc, c'est une très belle initiative et très belle opération.